Bonsoir, allez Marseille, dans 40 minutes, l'OM va tout faire pour décrocher la Lune. Autrement dit, la première Coupe d'Europe pour un club français. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il s'agit de football, qui reste le sport le plus populaire en France. On peut donc comprendre tout le retentissement que suscite cette finale entre l'OM et l'Étoile Rouge de Belgrade. La France entière portera ce soir les couleurs bleues et blanches de Marseille. On retrouve dans la fournaise de Bari notre envoyé spécial, Rémi Dudicelli. Pour ceux qui en doutaient encore, tout est possible dans le Mezzogiorno au sud de l'Italie. Imaginez un peu, alors que le petit aéroport de Bari accueille quotidiennement une vingtaine de vols, ce sont 170 charters qui se sont posés depuis hier soir ici au bord de l'Adriatique. Et le miracle s'est produit. On a vu toute la journée des Boeing 737 traverser la route nationale pour passer de la piste d'atterrissage au petit aéroport militaire, jouxtant celle-ci où sont parqués une trentaine de longs courriers. Un scénario inimaginable partout ailleurs en Europe, mais dans les Pouilles, tout le monde a gardé le sourire et aucun incident n'est venu perturber cette insolite cérémonie aérienne. En bord de mer, Bari s'est habillé de rouge et blanc avec les supporters de l'Étoile Rouge. Ambiance très décontractée, pas de bagarre. La restriction d'alcool, comme pendant la Coupe du Monde, a sans doute facilité les choses. Les Marseillais de leur côté ont coloré les rues en bleu et ils n'hésitent jamais à recomposer un petit coin de Canebière, un scénario facilement imaginable à Bari. Au total, ils seront 20 000 dans chaque camp à venir prier ce soir dans ce stade somptueux pour que leur équipe emporte enfin cette Coupe d'Europe des clubs champions. Sur le terrain, au moins 10 artistes de valeur internationale et 2 équipes tentées par l'offensive. Si le match évite les démons du jeu dur, le spectacle, c'est sûr, sera au rendez-vous. Et comme les Italiens sont les meilleurs pronostiqueurs du monde en ce qui concerne le football, nous, on a vraiment envie de les croire lorsqu'ils estiment que ce soir, c'est l'Olympique de Marseille qui remportera cette Coupe d'Europe des clubs champions. Ambiance dans la ville, silence dans les vestiaires. Les joueurs se préparent. Dans quel état d'esprit sont-ils? Difficile de le dire, mais les images d'entraînement laissent supposer une grande sérénité. Dernier entraînement en effet sur la pelouse même du stade de Bari. L'équipe de Marseille apparemment très en forme, en petite foulée sous l'œil de Raymond Lascience et de Bernard Tapie. Alain Dorgans. Marseille s'est étalonné au cours d'une ultime répétition à huis clos au stade San Nicolas à Bari. À l'heure de la composition de la formation marseillaise, quelques incertitudes demeurent, notamment pour le poste de milieu relayeur. Sont en balance Jean Tigana et Laurent Fournier. Ce dernier semble tenir la corde. La thèse de la jeunesse sera privilégiée aux dépens de l'expérience. Quant à la participation de l'arrière-gauche Éric Dimeco, qui souffre toujours d'une entorse au genou, Raymond Goethals reste dubitatif. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si Dimeco ne joue pas, ça pose certains problèmes de changement de poste, etc. Mais enfin, attendons ce soir. Vaincre et seulement vaincre sera le maître mot de l'Olympique de Marseille. Les coéquipiers de Jean-Pierre Papin auront 90 minutes pour remporter la guerre de l'étoile, entrer dans la légende et s'offrir une Marseillaise à Bari. Et ce soir, pas de chauvinisme parisien, la capitale s'appelle Marseille. Bleu et blanc, toute la ville séparée des couleurs de l'OM et depuis le début de l'après-midi, tout le monde se prépare à vivre 90 minutes de bonheur et d'angoisse. Reportage de la 3 à Marseille, Hugues Girard et Bernard Thébault. Il retient son souffle et à Marseille plus particulièrement le boulevard de Roux qui est un des boulevards vraiment des supporters les plus fidèles de l'OM. Et bien évidemment, ça veut dire un certain nombre de choses dans la vie de tous les jours pour ce soir. Jeannot, votre bar, vous allez le fermer là dans quelques minutes. Oui. C'est un manque à gagner terrible quand même pour vous, non? Ça fait rien, mais rien que pour l'OM, on peut faire un sacrifice. Je suis monté à Notre-Dame de la Garde ce matin, c'est vrai. Hein? Et à jeun, je suis monté à Notre-Dame de la Garde. J'ai pas allumé des cierges parce que j'avais pas de sous sur moi. J'ai prié la bonne mère et la bonne mère m'a dit à l'oreille, on va gagner. On va gagner. Et la coupe, c'est Notre-Dame de la Garde qui l'a dans les bras. Alors, si l'OM perd ce soir, je le dis devant les caméras, hein, si l'OM ce soir perd, demain, je me fais curer. Mais non, c'est le cardinal Lustiger qui sera déçu, il ne sera pas curé. Marseille, qui a tant souffert de son image, sera peut-être portée au nu ce soir. L'émotion qu'elle offrira au pays justifie l'intérêt qu'on lui porte. Les hommes politiques ne s'y trompent pas. Du Conseil des ministres au couloir de l'Assemblée, chacun y va de son pronostic. Favori évidemment Marseille, mais vous allez le voir, même pour le football, certains politiciens n'oublient pas les affaires de gros sous. Véronique Gorel. Il y a ceux qui sont carrément hors jeu. Quel match? Et ceux qui ne supportent pas le jeu. Je trouve scandaleux que des gens touchent des millions pour taper dans un ballon.
Mais ne vous y trompez pas, ils font figure d'exception. Pour le reste, à droite comme à gauche, l'unanimité. Je crois qu'il y aura le génie marseillais, un coup d'exploit. Je suis, comme ici à l'Assemblée nationale, certain. Certain de la victoire, mais quel score pronostiquez-vous? Le premier but par Papin à la première mi-temps et le deuxième but en deuxième mi-temps par Basile Boli de la tête, bien sûr. Précis Henri Nallet, prudent Gérard Longuet. Il y a tant de talents, je n'arriverai pas à les attribuer. Là, but de qui un des 11. Mais il fallait quand même le dire, et c'est André Lajoigny qui l'a dit. Que le meilleur gagne. Et d'habitude, les communistes s'engagent. Hein. Paris-Texas bis, après le film Le Rail. L'immense État du Texas a préféré le TGV à son concurrent allemand. C'est une très belle performance de la technologie française. Dallas-Houston en moins de 90 minutes à une vitesse de 320 km/h. Le premier voyage aura lieu en 1998. Un succès français qui pourrait avoir des répercussions sur d'autres marchés, notamment en Asie. Samuel Costa. Le premier TGV américain sera texan et surtout français. Dans l'univers impitoyable du Texas, la technologie et le savoir-faire français l'ont finalement emporté face à l'allemand Fast Track mené par Siemens. Dès 1998, un réseau de 1000 km mettra Dallas à 1h30 de Houston et 1h44 de San Antonio, le tout à 300 km/h. De centre-ville à centre-ville, c'est plus rapide que l'avion. Ce financement sera fait sur des fonds privés et il faut qu'il y ait suffisamment d'actionnaires pour assurer un financement très important parce que ça représente plus de 30 milliards de francs. Et ensuite, évidemment, avec cette nouvelle référence, qui est très importante aux États-Unis, puisque c'est la première fois qu'un train à grande vitesse est décidé aux États-Unis. Nous pouvons espérer obtenir d'autres projets aux États-Unis même, et pourquoi pas au Canada également. Alstom a su associer les énormes lobbies locaux et vaincre celui de la compagnie aérienne locale. Les rames seront assemblées sur place, et le géant américain des travaux publics Morrison Knudsen aura sa part du gâteau, tout comme le Canadien Bombardier. Concrètement, il s'agit de financer, construire et exploiter, autrement dit, provoquer une véritable révolution dans les mentalités américaines pour qui le train est synonyme de retard et perte de temps. Si l'expérience réussit, ce sera pour les Américains un moyen de désengorger les couloirs aériens et pour Alstom, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de francs et l'assurance que ce premier chantier sur le continent américain ne sera pas le dernier. Plusieurs cités de banlieue secouées à nouveau par la violence la nuit dernière à Sarcelles. 2 cocktails Molotov ont été lancés contre le commissariat de police. À Bobigny, plusieurs baies vitrées d'immeubles ont été brisées. Et au Mureau, dans les Yvelines, des vitrines et des magasins ont été incendiés par un groupe de jeunes dans le centre commercial de la ville. Les Mureaux se trouvent près de Mantes-la-Jolie, où le calme est revenu. Edith Cresson a d'ailleurs rendu discrètement visite à la famille d'Aïssa Iich hier soir. Et cet après-midi, elle est revenue sur la mort du jeune homme à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre l'a confirmé, les médicaments dont il avait besoin ne lui ont pas été remis. Un autre sujet de préoccupation pour le gouvernement, la situation en Corse, où un nouvel attentat s'est produit. Un attentat revendiqué par le FLNC, c'est une fourgonnette piégée qui a explosé dans le garage souterrain de la préfecture. Prévenu 15 minutes avant par un appel téléphonique et des tracts, le personnel avait évacué les lieux. Il n'y a donc pas de victimes, mais les dégâts sont très importants. Charles Sanviti. Symbole, la cible ne doit rien au hasard. Le Conseil général de Haute-Corse soufflait cet après-midi en plein cœur de Bastia. Du rez-de-chaussée de l'Assemblée départementale, il ne reste rien. 80 kilos d'explosifs. Les auteurs de l'attentat cachent une voiture piégée dans les sous-sols du bâtiment. Sur place, 20 minutes avant l'explosion, des tracts sont distribués, les locaux évacués, pas de victimes et une signature, le FLNC Canal habituel. Réputé modéré, le FLNC Canal habituel est né il y a un an d'une scission des nationalistes. Aujourd'hui, il renoue avec la lutte armée, ils rejoignent les durs, le FLNC Canal historique. En apparence, la famille nationaliste semble refaire son unité 3 semaines après la décision du Conseil constitutionnel supprimant du nouveau statut de l'île la notion de peuple corse. Et cet attentat a provoqué un échange grave à l'Assemblée nationale. Philippe Marchand et Émile Zuccarelli, le ministre de l'Intérieur et le député émergé de Corse, ont tous les deux condamné l'attentat comme une atteinte à un symbole de la République. Écoutez. Espère-t-il intimider l'État, intimider le gouvernement? Et je crois qu'il est important qu'aujourd'hui, ici, par les voies les plus autorisées du gouvernement, devant l'Assemblée nationale, il soit dit qu'on n'intimidera pas la République.
tout simplement parce que la République, ça ne s'intimide pas. Monsieur le sénateur Jacobi m'a indiqué qu'il convoquait le Conseil général pour demain matin à 10 heures. Et je me suis permis de répondre au sénateur Jacobi que cette décision était d'importance et qu'elle était parfaitement fondée pour montrer à quel point il était inadmissible que des terroristes s'attaquent à une structure qui est une structure fondamentale dans l'organisation de la République, qui s'appelle un département et qui s'appelle un conseil général. Juré promis, les écoutes téléphoniques ne seront plus ce qu'elles étaient. Le gouvernement en a fait la promesse solennelle ce matin en Conseil des ministres. Pas de candeur pour autant, il y aura toujours des écoutes, mais elles seront légalisées. En d'autres termes, l'autorité politique ou judiciaire devra donner son autorisation. Le pouvoir veut donc jouer la transparence et pour prouver sa bonne foi, il a autorisé la Troie à pénétrer dans un lieu jusqu'à présent très mystérieux. C'est un centre situé dans le sous-sol des Invalides et pour réaliser les écoutes, 360 policiers, gendarmes, techniciens, tous habilités secret défense. Un centre qui existe depuis 31 ans. Le fait qu'il ouvre aujourd'hui pour la première fois ses portes, c'est tout un symbole. Reportage d'Albert Ipamonti et Robin Teboul. Pour la première fois, une caméra pénètre dans le sanctuaire du GIC, le groupement interministériel de contrôle, autrement dit les grandes oreilles. Ici, on écoute, on enregistre, on transcrit les conversations téléphoniques sous surveillance, pour les besoins de la justice, pour les besoins de la sécurité nationale. PJ bien sûr, sécurité militaire, DGSE, DST, renseignements généraux, tous les services secrets utilisent ces installations. 993 lignes sont écoutées, chiffre officiel. Pas un journaliste, pas un avocat, ni syndicaliste, ni homme politique. Le GIC a sa déontologie. Et pour aller encore plus loin dans la transparence, Henri Nallet va présenter un projet de loi. Est-ce que les écoutes sont abolies en France? Contrôlées pour la première fois. Contrôlé par une commission spéciale composée de 3 membres. Son but, vérifier que les écoutes sont réalisées dans le respect de la loi. En légiférant, le gouvernement fait ce que tous ses prédécesseurs avaient promis de faire, sans jamais y parvenir. Il y a finalement peu d'écoutes téléphoniques. Peut-être n'y en a-t-il même pas assez pour lutter contre la criminalité. Moi, je pense que dans la lutte contre la drogue, à l'heure actuelle, on pourrait aller plus loin dans le contrôle, la recherche, y compris la recherche par écoute téléphonique. Désormais, seule l'autorité publique pourra demander un branchement, une bretelle. Les écoutes sauvages effectuées par exemple par les détectives privés seront davantage réprimées et le matériel que l'on trouve en vente libre sera soumis à autorisation. Transparence toujours, la commission d'enquête sur le financement des campagnes électorales sera présidée, on vient de l'apprendre, par Jean-François Degnaud qui fait partie de l'opposition. Il est à l'UDF, le rapporteur sera Jean Le Garec, il est socialiste. Quand l'État a besoin d'argent, que fait-il? Il augmente les impôts directs ou la TVA. Or, l'État a besoin d'argent, qu'a-t-il décidé? Il augmente la TVA. Pour certaines professions, la taxe augmentera de plus de 10%. Horticulteurs ou agences de voyage, on l'imagine. Cette harmonisation avec le reste de l'Europe n'est pas des mieux perçues. Martine Thiebaud. Comment trouver en 1991 quelques milliards supplémentaires pour freiner le dérapage budgétaire? Simple, l'adaptation de la TVA française aux directives européennes sera faite en 2 temps. Premier temps, on remonte le taux. Exemple, à partir du 1er juillet, la TVA va passer de 5,5 à 18,6% pour les horticulteurs et pour l'ensemble des voyages sur l'Europe. Augmentation de TVA qui provoque un tollé chez les agences de voyage. Elle arrive à un moment de début de vacances où les prix sont fermes et définitifs, ce qui fait que ce sont les agents de voyage qui vont payer sur leur cassette personnelle cette différence de TVA, à un moment très difficile pour elles, puisqu'en fait elles ont subi de plein fouet la crise du Golfe. On a vraiment l'impression qu'on tire sur une ambulance. Mais il y a d'autres mécontents, tous ceux qui touchent des droits d'auteur, écrivains, musiciens jusqu'alors exonérés et qui vont devoir payer la TVA. Ces mesures auraient l'avantage de rapporter quelques 3 à 4 milliards à l'État, même si elles sont insuffisantes pour combler le trou budgétaire. Encore faut-il qu'elles soient votées par le Parlement. Bonne nouvelle quand même, la TVA sur les automobiles va baisser de 22 à 18,6%, mais le 1er janvier 1993 seulement. À l'instant, une initiative spectaculaire de George Bush, le chef de la Maison-Blanche, propose un gel de l'achat ou de la construction de missiles sol-sol
au Proche-Orient. Cette proposition fera sans doute l'objet d'une conversation ce soir entre François Mitterrand et Helmut Kohl à Lille. Union politique et économique, défense européenne et justement situation au Moyen-Orient. Le menu des entretiens est des plus sérieux, mais les deux chefs d'État et les 21 ministres ne parleront plus diplomatie après 20 h. Foot oblige, ils regarderont tous l'OM. On rejoint sur place Memona Interman. Cela se sentait à Lille. François Mitterrand et Helmut Kohl se sont rencontrés ici dans un climat de politique intérieure délicat pour chacun. D'où ce geste du chancelier allemand qui prend le président par les épaules pour aller vers la foule. Jusque-là, les Lillois présents semblaient plutôt curieux qu'enthousiastes. On entend surtout vive Kohl. Une ironie de situation, le numéro 1 allemand fait face à une forte remontée des sociodémocrates en Allemagne. Parmi les thèmes retenus pour ce sommet, la question de l'aide à apporter à l'Union soviétique et le coup de pouce à Gorbatchev, le futur traité d'union politique et monétaire, les modalités d'une action concertée face au Japon. On connaît sur ce point la volonté d'Édith Cresson. Helmut Kohl sait aussi que le Premier ministre voudrait que la France soit à la hauteur économique de l'Allemagne. François Mitterrand et Helmut Kohl poursuivent en ce moment leur discussion autour d'une autre table, celle du dîner qui a été avancé pour cause de matchs de football. Et d'ailleurs, c'est à peu près le seul dossier qui passionne tout le monde ici à Lille. Ce n'est pas un hasard. François Mitterrand et Helmut Kohl vont regarder ce match sur le canal satellite d'Antenne 2, sur la norme D2 MAC. Une manière pour eux de rester dans la politique, puisque la norme D2 MAC représente un énorme enjeu commercial pour les Européens. En Éthiopie, la fin de la guerre n'est pas synonyme de paix. Les vainqueurs ont tiré sur la foule qui manifestait, ont tiré et tué, 9 civils sont morts. Et en Algérie, la situation continue de se dégrader, les relations entre le pouvoir et les islamistes. 5e jour de grève générale en effet en Algérie et premiers affrontements entre entre policiers et manifestants du FIS. À deux reprises aujourd'hui, les forces de l'ordre ont dispersé des rassemblements d'islamistes dans une université de l'Est d'Alger. 500 étudiants, militants du FIS, ont tenté de forcer les portes pour interrompre les cours. Affrontement, mais il n'y a pas eu de blessés. Retour en France avec le résumé de tous les événements qui ont été couverts par nos rédactions régionales. Bertrand Edel. Coup de grisou ce matin au puits de Marionneau à Forbach. 7 mineurs sont légèrement blessés, tous souffrent de brûlures. Un incendie s'était déclaré dans une galerie laissant du gaz méthane s'échapper d'une faille où travaillaient 10 personnes. Les 200 mineurs du puits ont été évacués, le lieu isolé. Une enquête est ouverte pour connaître les causes de l'accident. 4 membres d'une entreprise dont le PDG séquestré depuis hier soir par leurs employés. Une vingtaine de salariés de la mine d'or de Salsigne dans l'Aude exigent ainsi l'annulation de 60 licenciements prévus et demandent que l'État s'engage financièrement dans l'entreprise. Enterrement cet après-midi de Claude Dupuis, un chauffeur de taxi assassiné il y a 10 jours par 2 jeunes hommes au Havre. 600 personnes étaient présentes aux obsèques. Les 144 chauffeurs de taxi du Havre et les chauffeurs de bus se sont arrêtés de travailler 2 heures en signe de deuil. Michel Ribaté, chef douanier inculpé et incarcéré à Dijon dans le cadre d'une saisie litigieuse de drogue, s'est vu signifier de nouvelles inculpations pour d'autres saisies de drogue. De nombreux douaniers avaient déjà manifesté leur solidarité à leurs collègues. Un comité de soutien s'est même constitué. Pardon pour l'erreur, Caroline Sins. Tournoi de Roland-Garros, les vainqueurs du 2e tour s'appellent Chang, Agassi et Becker. C'est Becker qui a le plus souffert comme Forget. Oui, chez les Français, en effet, Forget a eu du mal à s'imposer contre Jimmy Arias en 5-7 et le jeune Olivier Delettre. C'est une performance et qualifié pour le 3e tour. Résumé de la journée tout de suite avec Didier Balèze. L'image du jour, celle de Sergi Bruguera quittant le cours numéro 11. Au début du 4e set, il décide d'abandonner le tournoi alors qu'il menait 2-7-1 face à Camporese. Blessé au dos, c'est l'un des favoris qui disparaît. Quelques heures plus tard, ce sera Emilio Sanchez, la tête de série numéro 11, qui chutera face à Jacob Lasek, accentuant ainsi l'échec de l'école espagnole. Score final 6-3, 4-6, 6-2, 7-6. Il a eu chaud, Boris Becker, diminué par une légère élongation à la cuisse. Le kiné fera des miracles. En effet, l'Allemand mené 5-7, 1-6, 3-1 va puiser dans ses réserves pour venir à bout d'un Todd Woodbridge époustouflant.
Plus de 4h30 de match. L'Australien spécialiste du double n'abdiquera qu'au 5e set. Après avoir pris le service de Becker, il perdra le sien au 9e jeu. Il laisse la qualification à l'Allemand, mais question, Boris pourra-t-il tenir longtemps sur une jambe et demie? En revanche, parmi les stars aujourd'hui en lice, promenade de santé pour André Agassi, la coqueluche de Roland Garros. Il n'éprouvera aucune difficulté pour venir à bout du frêle Petr Korda. Chaque accélération de l'Américain laisse le Tchèque sans réaction. Agassi affrontera Patrick McEnroe au prochain tour. Et de cette coqueluche est née l'Agassi Mania. Short en jean, maillot fluo et look mal rasé, André Agassi n'a pas hésité à bousculer les habitudes très classiques du tennis. C'est sûrement ce qui explique l'engouement des jeunes et même des enfants pour ce joueur américain. Reportage Jean-Philippe Guillain et Edmé Poupard. Depuis plus d'une heure, ils attendent en plein soleil la sortie de leur idole. S'il vous plaît, André, We're running late. We're running late. He's got to go. Oh, il a fait s'il vous plaît. He's got to go. We're running very late. Mais 1 minute, allez. Excuse me. S'il te plaît. Les quoi? Je l'ai touché. Vous êtes venu voir qui aujourd'hui? Agassi. Agassi. Tu aimes bien? Oui. Ouais. Pourquoi? Mais parce que il joue bien et puis il est beau. J'en sais rien. Agassi trop fluo. Et le con. Avantage. Agassi. 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 Ce 19-20 est terminé dans un quart d'heure. Le match, en guise de conclusion pour nous et de hors-d'œuvre pour vous, quelques buts marqués par Papin et les siens, quelques buts qui leur ont permis d'être ce soir à Bari. Et on repassera les images de la victoire demain à 19h. Dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Bonsoir, bonne soirée, à demain 19h. Bonsoir. Thank you.